Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit. Par un accord unanime, ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu, qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. Mesdames et messieurs, chers amis, vous aurez reconnu ici l'incipit des rêveries du promeneur solitaire, début aussi célèbre que les débuts des discours ou de Julie ou la Nouvelle Héloïse. Est-ce parce que Rousseau a passé sa vie à distinguer les origines des commencements? Il savait commencer, il est au commencement, il est le grand débutant. C'est à commenter ces quelques lignes, et je ne sais pas si vous devez en être rassurés, ces quelques lignes seulement, que je voudrais vous convier ce soir, dans un esprit que je n'espère pas trop éloigné des méditations de Laurent Génie sur la vie esthétique, dès lors que les œuvres nous relancent dans notre propre solitude, nous aidant à l'habiter ou la rendant inhabitable, dès lors que, grâce à elle, nous la comprenons un peu mieux. N'est-ce pas cela le terrible service de la catharsis, une victoire de l'intelligence des œuvres, mais une victoire à la Pyrrhus, qui brûle parfois jusqu'aux possibilités les plus intimes de l'existence? D'où vient donc que nous qui sommes entourés de livres innombrables, accumulés, pesants et rendus toujours plus insaisissables dans leur masse, et par la facilité même de leur circulation, nous nous trouvions soudain requis par une voix singulière, qui soudain va compter pour nous? D'où vient que cette singularité soit telle qu'elle crée comme un silence autour d'elle? D'où vient que parmi les archives et le monument du travail des hommes, certaines de leurs productions se muent en œuvres et que ces œuvres nous emportent, en emportant avec nous un temps qui se trouve comme déchiré par elles, puisque notre présence se distingue mal du leur? Cette puissance, d'où les œuvres la tirent-elles, sinon qu'elles nous obligent, en les lisant, à nous lire nous-mêmes, en nous penchant sur elles, à nous penchant sur nous-mêmes, en nous interrogeant sur leur sens, à nous interroger sur le sens que nous donnons à notre propre entreprise, à notre propre existence, à notre propre parole. À coup sûr, l'œuvre de Rousseau est de celle-là. Et quelles que soient les tentatives d'arraisonnement ou de mise au pas de son œuvre, quelles que soient les commémorations et les commémorations de commémorations, les colloques commémoratifs et les commémorations de colloques, rien n'y fera. L'œuvre de Rousseau n'est pas un monument qu'on inaugure ou devant lequel on tient des discours plus ou moins informés. C'est, et c'est pour ça sans doute que chacun a son Rousseau, une puissance de sollicitation et de relance, une excitation, une intensité dont nous ne devons pas être les héritiers ou les spectateurs, fussent-ils festifs, mais les interprètes et les relais pensifs. À quelles conditions donc revenir à Rousseau? Il faut pour ce faire se garder de deux illusions. L'une, que le sens de l'œuvre se confondrait avec l'histoire de ses interprétations, l'autre, que le sens de l'œuvre se réduirait au tête-à-tête que nous pourrions entretenir en solitaire avec elle. Mauvaise rêverie. L'œuvre nomme l'espace où le sens se constitue, et le reconnaître, c'est tenter de penser la pensée à l'œuvre dans l'œuvre. Nous sommes tous en présence de l'œuvre quand nous essayons de penser les choses qu'elle a pensées, quand nous pensons la pensée qui la pense, quand nous éprouvons l'impossibilité de prendre un appui hors de son cercle. En d'autres termes, et ô combien avec Rousseau, l'œuvre de pensée apparaît d'abord comme l'œuvre de pensée de quelque chose, mais à suivre ce quelque chose, nous pensons la pensée dans l'œuvre de pensée, et non plus ce quelque chose que la pensée pense. C'est pourquoi il faut mettre toute lecture de Rousseau, sous l'autorité de l'une de ses formules, quand il déclare à propos de l'origine de l'écriture que c'est là une question qui donne furieusement à penser. Voilà fixer l'exigence première de toute interprétation de Rousseau, donner furieusement à penser ce que son œuvre donne furieusement à penser. Cette furie, il faut la respecter
ou l'aimer, et l'on peut dire d'elle ce que Rousseau disait de Julie ou la Nouvelle Héloïse, on peut l'aimer ou la détester, mais le roman ne laissera personne indifférent. Au don furieux de sa pensée doit donc répondre une lecture qui s'impose comme impératif de ne pas réduire sa puissance d'insurrection. Or, l'hypothèse que je voudrais formuler ce soir devant vous, c'est que si cette furie de pensée ne peut pas quitter les lecteurs des textes que Rousseau présentait comme relevant de son système, il s'agit, selon ses propres indications, des deux premiers discours et de l'Émile. L'Émile d'abord, dit-il, les dialogues ensuite, les discours ensuite, pardon. Cette exigence, cette furie, doit être aussi le critère de la lecture des textes de l'égologie, que Bruno Bernardi appelle quant à lui les textes de l'autofiction. Textes que, comme lui, je ne me précipiterai pas pour présenter comme des autobiographies, comme si la séquence de ces termes grecs allait de soi, écrire la vie de soi-même. Mieux, s'il faut faire des confessions, des dialogues et des rêveries une lecture philosophique, c'est parce que Rousseau nous y invite d'une manière que je vais essayer de préciser ce soir. Ne m'en voulez donc pas, je me propose de vous inviter à la lecture de la question de la solitude chez Rousseau par la lecture de toutes ces quelques maigres lignes des rêveries. Je n'ai certes pas la prétention d'éclairer l'ensemble de la problématique de la solitude chez Rousseau à partir de cette micro-lecture, après la quantité d'ouvrages considérables consacrés à la question, la politique de la solitude chez Rousseau, mais il me semble que ces lignes, c'est du moins mon pari, sont d'une richesse telle qu'elles permettent de relancer une interrogation contemporaine sur la signification de la solitude. Il y a plus encore, à lire attentivement ces lignes, on ne s'aperçoit pas seulement qu'il est nécessaire de lire philosophiquement les rêveries, mais encore que la philosophie dont relève leur lecture est la philosophie politique, et non pas, comme on le soutient généralement, la métaphysique, qu'elle soit d'obédience cartésienne ou phénoménologique. C'est pourquoi la décision de lecture que je propose va heurter sans doute quelques lectures de ce texte fameux. Je me demanderai donc quel est le sens de la solitude dans les rêveries et en quelle mesure elle autorise et elle oblige même à une lecture politique. Si on a souvent souligné la part que les rêveries jouent dans la construction de l'individualité moderne, il me semble qu'on a mal jugé cette part. À suivre les historiens des idées, en effet, les rêveries présenteraient la forme moderne de l'authenticité, quelque chose comme un accès sans médiation à la transparence du soi. Entendons le fait que c'est dans le sentiment que l'on entretient avec soi-même que se situerait le fondement ultime de notre subjectivité. Dans un texte ramassé qui avait fait quelques bruits, Le malaise de la modernité, titre, comme vous l'avez remarqué, inspiré de Freud, le philosophe canadien Charles Taylor, l'auteur d'un ouvrage important, Les sources du moi moderne, souligne « Rousseau est le philosophe le plus important dans la modernité pour avoir contribué à cette transformation ». Je le cite. Selon Rousseau, le problème de la morale consiste à prêter attention à la voix de la nature en nous. Cette voix est le plus souvent étouffée par les passions que crée notre dépendance à l'égard des autres, dont la principale est l'amour-propre ou l'orgueil. Notre salut moral se trouve dans le retour à un contact authentique avec nous-mêmes. Rousseau donne même un nom à ce contact intime avec soi, plus fondamental que tout autre du point de vue moral et qui est une source de joie et de contentement, le sentiment de l'existence. Et comme le sentiment de l'existence serait, selon Taylor, la grande découverte des rêveries, le dernier texte de Rousseau apparaît comme un testament philosophique qui ouvrirait la voie à la philosophie contemporaine de l'authenticité, entendue comme accès à cette pure différence d'un soi solitaire, comme autoposition du moi. Vous trouvez cette thèse dans les travaux récents et importants aussi de Paul Audy. Écoutons une dernière fois Taylor quand il interprète Rousseau. Non seulement, dit-il, c'est Taylor qui dit ça de Rousseau, je ne dois pas modeler ma vie sur les exigences du conformisme extérieur, mais je ne peux pas trouver de modèle de vie à l'extérieur. Je ne peux le trouver qu'en moi. Être sincère envers soi-même signifie être fidèle à ma propre originalité, et c'est ce que je suis le seul à pouvoir dire et découvrir. En le faisant, je me définis du même coup, je réalise une potentialité qui est proprement mienne, tel est le fondement de l'idéal moderne de l'authenticité, ainsi que des objectifs d'épanouissement de soi ou de réalisation de soi, dans lequel on le formule le plus souvent. En d'autres termes,
la civilisation contemporaine du « be yourself, be different », généralisée dans des publicités et qui devient justement, à force de généralité, contradictoire, car évidemment, si chacun est différent, tout est indifférent, puisque la différence ne fait plus la différence. En d'autres termes, donc, la culture du développement personnel, de l'empowerment du soi, avec ou sans coaching, serait la nouvelle faute de Rousseau. Et c'est dans les rêveries que se trouverait scellé ce que Taylor appelle le malaise de la modernité. 3 propositions s'articulent dans cette interprétation radicalement fautive. Première proposition, la solitude serait le critère univoque de l'authentique. Il suffirait de se choisir seul pour bien se choisir. Le bon modèle, ce serait moi, moi seul. Deuxième proposition de Taylor, cette exigence morale et politique correspondrait à l'invention d'un concept philosophique, le sentiment de l'existence. Troisième proposition, les rêveries seraient le bréviaire de l'authenticité moderne comme expérience morale et politique de la solitude. Or, aucune de ces 3 propositions ne résiste à un examen sérieux. Examen sérieux, voulant dire ici, examen mené au fil du système de Jean-Jacques Rousseau. Examinons d'abord la première proposition. Chez Rousseau, la solitude est loin d'être un critère univoque. Si l'adjectif « seul » est l'un des mots qui reviennent le plus souvent dans toute son œuvre, par exemple 400 fois dans les Confessions, mais 600 dans la Nouvelle Héloïse, s'il lui arrive plusieurs fois de le répéter sur la même page et de l'entourer, comme il le fait souvent, de termes qui deviennent, pour ainsi dire, des auxiliaires qui doivent dégager tout le sens du mot « seul » et lui enlever sa banalité sémantique, de manière à ce qu'il puisse rendre compte du caractère exceptionnel de cette solitude, si ce terme donc est bien présent avec ses ombres et ses lumières, s'il est donc naturel en quelque sorte qu'on soit tenté d'organiser l'œuvre de Rousseau autour du thème de la solitude, de le reconnaître comme le motif principal qui agence l'ensemble des contenus de sa vision du monde, l'œuvre de Rousseau ne se réduit ni à l'expérience, ni à l'expression de la solitude, pas plus même qu'à une réflexion sur la solitude. En fait, on peut dire que le sens ou l'essence de la solitude ne peuvent être expliqués qu'en comprenant comment cette expérience et cette réflexion sont imbriquées dans d'autres thèmes, et notamment, j'essaierai de le dire, dans les thèmes de sa philosophie politique. En tout cas, toute réflexion sur la solitude chez Rousseau doit avoir pour préalable de poser sa double ambiguïté. Double ambiguïté de la solitude chez Rousseau. D'abord, pour parler comme les logiciens, une ambiguïté d'extension. À vos souhaits. Il y a l'expérience personnelle de la solitude et il y a la question de la solitude dans son anthropologie politique. Et il y a loin entre la question de la solitude dans les Confessions et la question de la solitude des discours à l'Émile. Prenons le premier aspect, la question de la solitude dans l'existence de Rousseau. On peut évidemment définir toute la biographie de Rousseau comme l'histoire d'un isolement croissant, comme l'histoire d'une solitude. Tantôt Rousseau avoue son goût pour la solitude, par exemple dans les lettres à Malesherbes, « Je suis né avec un goût naturel pour la solitude ». Tantôt il avoue qu'il était fait, je cite le fameux texte « Mon portrait », pour devenir le meilleur ami qui fut jamais, mais il se trouve que celui qui devait me répondre est encore à venir. Tantôt enfin, il est enclin à considérer sa solitude comme le résultat de circonstances extérieures, comme si elle lui était imposée, et cette ambivalence dans l'explication de la genèse des motivations de la solitude n'est évidemment pas sans importance pour la découverte de ses significations. C'est pourquoi, d'ailleurs, Rousseau, à l'encontre de ce que prétend Taylor, confère à la solitude des valeurs souvent opposées. La solitude est souvent jugée comme condition du bonheur, tantôt comme fond du désespoir, tantôt comme marque de grandeur, tantôt comme signe de la chute. Mais à côté de cela, il y a la solitude dans le cadre de l'anthropologie. Qu'on pense à la description de l'isolement de l'homme sauvage dans le second discours, je cite ce texte fameux, l'homme sauvage donc, « Seul, oisif et toujours voisin du danger, l'homme sauvage doit aimer à dormir et avoir le sommeil léger comme les animaux qui, pensant peu, dorment pour ainsi dire tout le temps qu'ils ne pensent point. » La question de la solitude dans le cadre de l'anthropologie se pose bien sûr pour toute lecture de l'Émile, l'Émile, ce qui est le livre que Rousseau considère comme son livre de philosophie. Le petit Émile est-il fait pour la solitude ou pour le lien social? On connaît la réponse de Rousseau, qui dut suffire à certains naturistes épris de communautés en forêt à ne pas se réclamer de lui,
je cite, « Émile n'est pas un sauvage à reléguer dans les déserts, c'est un sauvage fait pour habiter les villes. » Pardon. Il faut qu'ils sachent y trouver son nécessaire, tirer parti de leurs habitants et vivre, sinon comme eux, du moins avec eux. Non pas comme eux, donc mus par l'amour-propre, mais avec eux. Si Rousseau fait d'Émile un enfant solitaire, c'est pour lui permettre une socialisation sans envie, et tout l'enjeu de l'Émile sera de l'inscrire dans des rapports aliénants, tout en le prémunissant contre l'aliénation. La considération anthropologique de la solitude, on va le voir, est déterminante pour toute lecture des rêveries. D'autre part, après cette difficulté d'extension, la solitude comme, disons, la vie de Rousseau ou la solitude comme thème de l'anthropologie, il faut évidemment faire mention d'une difficulté intentionnelle qui est relative à son interprétation. La solitude peut être choisie, c'est-à-dire qu'elle peut correspondre à une recherche, à une élection, et elle peut être imposée avec violence par la société comme machine à produire de la solitude. Il y a la solitude des lettres morales, par exemple, dans lesquelles Rousseau veut enseigner à Sophie, je cite cette belle formule, un art visant à apprendre la solitude, qui est un art de la séparation, donc. C'est pourquoi Rousseau conseille à Sophie non pas la ville comme désert pour la solitude, mais la campagne, justement pour maintenir, dit-il, l'âme dans un état de langueur et de calme qui la laisse se replier sur elle-même et n'y ramène rien d'étranger. Ici, la solitude est un destin, un choix, une contrainte qui est en réalité une manifestation de la liberté. Par ailleurs, la liberté peut être la malédiction du social, comme elle l'est dans certains textes des rêveries, comme elle l'est dans l'incipit des rêveries. Et d'ailleurs, en parlant de sa propre solitude, Rousseau hésite à la définir, et il écrit, c'est une formule magnifique des dialogues, elle est la manière de vivre à laquelle il s'est réduit, ou pour mieux dire, à laquelle on l'a réduit. À chaque fois que Rousseau use de ces formules, comme pour mieux dire, il indique moins une correction dans la forme de l'expression qu'une rectification de l'ordre de la pensée. Or, une chose est de se faire l'objet de sa propre réduction, je me suis réduit à la solitude. Autre chose, de se voir imposer sa propre solitude. Autre chose, de se voir imposer par l'extérieur une telle réduction. Il vit donc sa propre solitude comme une situation extrêmement contradictoire, et quand il réfléchit sur son sens, sa réflexion aussi entre deux extrêmes. Tantôt la solitude est une tentative de dépasser les antinomies de la personne humaine dans une dialectique intérieure de l'âme, tantôt elle culmine dans l'image d'un moi figé dans des antinomies. Chacune de ces options, solitude choisie, solitude imposée, a sa part d'ombre. Chacune surtout est liée à une puissance. Et, on va le voir avec les rêveries, à une puissance de l'impuissance. En tout cas, gardons-nous de confondre ces deux solitudes et soyons gré à Rousseau d'inscrire cette différence dans le cadre d'une anthropologie politique. Nous avons coutume, aujourd'hui, et les cellules de crise nous y aident, d'attribuer nos solitudes à la perte de nos affects, au deuil, à la mélancolie, au hasard du temps et des lieux. Rousseau, lui, propose une archéologie politique de la solitude, entendons, une enquête sur les conditions modernes de son émergence, et comme souvent chez lui, de cette enquête, il est le héros. Difficulté d'extension, la solitude dans l'autobiographie ou dans le système, difficulté d'intention, imposée ou choisie. Croisons ces deux difficultés, nous aurons ce que d'aucuns appellent, c'est Bachko, les antinomies de la solitude, chez Rousseau, ou d'autres, c'est Filonenko, ces figures. La solitude élève une barrière entre l'individu et la société, isole celui-ci de celle-là, mais elle devient en même temps chez Rousseau une solitude dont le sens doit être révélé et manifesté à autrui. Elle a donc besoin des autres pour que ceux-ci reconnaissent son sens moral. Je formule donc ici l'hypothèse que ce qui fait la force des rêveries, leur impact si particulier, c'est que dans ce texte, ces deux difficultés, d'extension et d'intention, convergent. C'est-à-dire que les rêveries offrent à la fois une méditation personnelle et une méditation politique sur la solitude, dans lesquelles la solitude est à la fois choisie et subie. Et c'est cette convergence, d'ailleurs, qui dicte la poétique des rêveries. Je vous rappelle ce paragraphe de la première promenade. Je fais la même entreprise que Montaigne, mais dans un but tout contraire au sien, car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. Que pour moi. En dépit des hommes, je saurais goûter encore le charme de la société et vivrai décrépit avec moi, dans un autre âge, comme je vivrai avec un moins vieux ami.
J'écrivais mes premières confessions, mes dialogues, dans un souci continuel sur les moyens de les dérober aux mains rapaces de mes persécuteurs pour les transmettre, s'il était possible, à d'autres générations. Entendez donc que, tandis que les 2 premiers volumes de l'égologie étaient écrits par rapport aux autres, les rêveries sont écrites pour moi. Mais il reste bien sûr que ce pour moi nécessite la médiation du lecteur. À quelle fin? Pourquoi? Elles amènent aussi donc à interroger le partage de la solitude choisie et de la solitude imposée au regard de la question fondamentale de la philosophie politique de Rousseau. Quoi qu'il en soit, jamais Rousseau ne fait de la solitude le seul critère de l'authenticité. D'une part, parce que s'il est un critère de l'authenticité, c'est la conscience, et que la conscience, chez Rousseau, vous vous souvenez, conscience, instinct divin, naît de l'expérience du rapport à autrui, et donc pas du tout de la solitude, c'est la fameuse déclaration de la profession de foi, c'est du système moral formé par le double rapport à soi-même et à ses semblables que naît l'impulsion de la conscience, donc ce n'est pas du tout le critère de l'authenticité défini par la conscience n'est pas un critère de solitude. D'autre part, et ici la faute herméneutique de Taylor est grave, parce que Rousseau ne cesse d'insister sur l'importance des modèles moraux dans la constitution de la moralité du sujet, qu'on pense aux lectures de Plutarque dans les Confessions ou à la problématique du modèle dans l'Émile ou Julie. Deuxième proposition de Taylor. La problématique du sentiment d'existence ne relève certainement pas chez Rousseau d'une réflexion morale ou politique. Taylor ne fait ici que répéter un des lieux communs les plus éculés, né d'une lecture hâtive de la 5e promenade. Vous vous souvenez, de quoi jouit-on dans une pareille situation? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence, et tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Vous connaissez tous ces pages magnifiques consacrées aux journées et aux soirées passées sur l'île Saint-Pierre. Elles définissent l'espace et la temporalité de la rêverie. Elles définissent aussi une image de la pensée et sans doute un nouveau genre de prose poétique, dont on trouve les traces notamment dans les mémoires de Chateaubriand. Mais pour que l'évocation du sentiment de l'existence ait une quelconque pertinence politique ou morale, dans le cadre de l'anthropologie de Rousseau, il faudrait qu'on puisse éclairer le lien que ce sentiment de l'existence entretient avec le principe des principes de cette anthropologie, c'est-à-dire l'amour de soi. Or, quand bien même le sentiment de l'existence consiste à jouir de soi, on peut douter que ce soi soit l'équivalent du soi de l'amour de soi, pour la simple et bonne raison que le sentiment de l'existence est le sentiment de l'existence en moi, et que ce sentiment n'est pas à proprement parler subjectif. Il est un au-delà de la subjectivité, ou un au-delà, ou un en-deçà, comme l'a montré Paul Audy, dans des pages importantes que je discuterai plus loin. Il me semble d'ailleurs que la teneur phénoménologique de ces pages pourrait être approchée de l'évocation extraordinaire de l'accident de Ménilmontant, dans laquelle Rousseau rapporte qu'il a été renversé par un chien. Laurent Génie a commenté ces pages, lui aussi, dans un livre qui s'appelait « L'expérience de la chute », et dans lequel, Expérience de la chute, dans laquelle Rousseau dit « Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais, je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer que ce sang m'appartint en aucune sorte. » Le sentiment de l'existence est donc si peu subjectivable que ce je ne sait ni plus qui il est, ni où il habite. Il se défait même de l'expérience du corps propre. Il ne perçoit pas que ce sang est le sien. Le sentiment de l'existence n'est certainement pas le lieu théorique par lequel Rousseau subjectivise l'amour de soi. C'est faute de comprendre le lien du sentiment de l'existence avec l'amour de soi que Taylor peut proposer une lecture politique du premier, ce qui lui permet d'ignorer complètement la politique du second. Troisième proposition. Si les rêveries représentent un texte décisif pour notre modernité philosophique et littéraire, c'est en raison des questions morales et politiques qu'elles ne cessent de nous poser et qui ont un lien avec l'expérience de la solitude telle que Rousseau l'évoque dès la première promenade. Si la figure qui émerge des rêveries est celle du solitaire, la question que Rousseau offre à notre méditation et à notre répétition est bien plus sombre, bien plus terrible que ne le laisse supposer une lecture hâtive des promenades les plus lumineuses. Que peut le solitaire? Que peut le seul? Quelle est sa puissance?
où, dans les termes de Rousseau, si l'expérience morale et politique constitutive de la subjectivité est celle de l'attachement au sein des rapports, que peut donc celui qui se retrouve détaché et sans rapport? Le détachement constitue-t-il une fin de toute expérience morale et politique? Il faut donc lire les rêveries au fil conducteur de l'anthropologie morale et politique de Rousseau, et selon les termes de son système, en se demandant si le détachement est la fin des rapports ou un nouveau type de rapport négatif, et si ce nouveau type de rapport permet de libérer ou non une nouvelle forme de puissance liée à l'empêchement, à l'entrave, à l'impuissance, à l'abstention, à la résignation, exprimée toujours par Rousseau comme puissance de ne pas faire. Il me semble que l'on pourrait montrer comment chaque rêverie, je le ferai tout à l'heure, développe une réflexion sur la puissance de l'impuissance du seul, comprendre donc la puissance de l'impouvoir, si vous préférez, et la tâche herméneutique qui s'impose, me semble-t-il, à toute interprétation des rêveries, dès la première rêverie, où l'on peut lire, juste après le paragraphe que j'ai lu, ne pouvant plus faire aucun bien qui ne tourne à mal, donc ne pouvant plus faire, hein, c'est l'expression même de l'impuissance, ne pouvant plus agir sans nuire à autrui ou à moi-même, autre figure de l'impuissance, donc pas simplement ne pas pouvoir faire le bien, mais carrément ne pas pouvoir agir, hein, ne pas pouvoir passer à l'acte. Dans ces conditions, m'abstenir est devenu mon unique devoir. Je ne vais pas faire une lecture de Rousseau comme théoricien de l'abstention politique, hein, rassurez-vous. Je vais essayer de montrer comment cette figure de l'abstention est une figure politique, au contraire. Et je le remplis autant qu'il est en moi. Mais, formule extraordinaire, dans ce désœuvrement du corps, donc impuissance du corps, mon âme est encore active, elle produit encore des sentiments, des pensées, et sa vie interne et morale semble encore s'être accrue par la mort de tout intérêt terrestre et temporel. En d'autres termes, hein, les rêveries s'inscrivent donc dans un après de la puissance, dans un après de l'œuvre, et la question c'est de savoir ce qui reste de puissance et d'œuvre quand l'impuissance et le détachement dominent. Quel est donc le pronom personnel du seul? En quelle position s'énonce la solitude? Une telle question vous semblera appeler des réponses si évidentes qu'elles semblent ne même pas mériter de réponse. C'est évidemment, direz-vous, la première personne du singulier. Le seul, c'est un je qui n'arrive plus à dire nous, puisque le nous, malgré qu'on en ait, est bien la possibilité d'un nouage de l'individu au nom du commun. La solitude, donc, s'énonce des confessions aux rêveries à partir d'un je sans communauté. Pourtant, ce n'est pas à répéter ces évidences que l'œuvre de Rousseau peut servir, mais à les compliquer au point même, vous allez voir, qu'elles perdent toute évidence. J'affirmerai sans balancer que la position pronominale du seul est l'unique susceptible de faire comprendre l'articulation du triptyque égologique et de nous conduire au seuil des rêveries. Qu'on compare en effet. On sera surpris, me semble-t-il, qu'aucune commune mesure n'ait jamais été établie entre les confessions et les rêveries à ce titre. Or, c'est seulement par là, me semble-t-il, qu'on peut juger de leur continuité. Soit le préambule, classique parmi tous, des confessions, voici le seul portrait d'homme, peint exactement d'après nature et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais. Rousseau, ici, indique que si l'état de nature, conformément au premier discours, est un état qui n'a jamais existé, qui n'existe pas et qui n'existera jamais, on peut cependant proposer un portrait, au sens de modèle théorique ou d'hypothèse, d'un homme capable de l'incarner. À ce programme, c'était déjà Lémile qui avait répondu en formant le modèle de l'homme selon la nature. Mais Rousseau, faute de convaincre, et ce mouvement est très très bien indiqué dans les dialogues, veut montrer que le modèle des œuvres théoriques existe et qu'il l'a sous la main, puisque ce modèle, c'est lui. Comprenons donc que si les confessions sont bien, selon le mot de Rousseau, une œuvre de justification et pas une œuvre du système, elles justifient tout autant le système de Rousseau que Rousseau lui-même. Il ne s'agit donc pas de se demander, comme la critique l'a fait pendant quelques années, si les confessions illustrent le système
ou d'aller y chercher localement des philosophèmes qui seraient conformes au système, ce qui fait la continuité du système aux confessions, c'est justement le projet d'offrir un modèle au modèle de la nature, un modèle qui est cohérent avec le système et la manière de le déduire. Le seul portrait de l'homme de la nature sera le portrait du seul. Quel est le pronom du seul dans les confessions? Le je, mis en position tonique, vous allez voir que ça a son importance, c'est-à-dire le moi. Et si on attaque le premier livre des confessions, qu'est-ce qu'on lit? Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables, un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi, point, moi seul, point. On l'aura compris, le seul portrait de l'homme d'après nature est le portrait du seul homme d'après nature, et cet homme, c'est moi seul. Certes, la solitude du moi est peuplée, et Rousseau n'a pas attendu les grandes philosophies de la subjectivité du XXe pour comprendre que l'altérité est le combat intime du moi avec ses propriétés, mais c'est un je qui prend la parole, lui seul, il dit le seul. Les confessions sont donc une espèce de transat en solitaire d'un moi qui dit la vie de l'homme de la nature en première personne. Et la question du coup de leur destinataire est l'énigme principale à laquelle doit répondre toute entreprise d'exégèse, et c'est elle, cette question du destinataire, et elle seule, qui offre le site de la comparaison avec les confessions d'Augustin. Passons au dialogue. Inutile d'y insister, les dialogues, donc la seconde œuvre du triptyque égologique, sont l'œuvre sans doute la plus impressionnante jamais composée comme discours sur soi. Vous vous en souvenez peut-être, même si ce texte est moins connu que celui qui le précède et celui qui le suit, le moi s'y dédouble en deux tiers, un personnage qui s'appelle Rousseau et un personnage qui s'appelle le Français, et qui sont chargés tous les deux d'y voir clair. L'un, le Français, ira voir un troisième personnage qui s'appelle Jean-Jacques pour apporter sa visite dans le second dialogue, et donc ici le moi se démultiplie, et l'autre, Rousseau, lira le texte. Pour dire moi, Rousseau se pose ici en position de d'élocuter de troisième personne. Bien sûr, il s'agit, comme le dit la préface de ce texte, de moi, c'est bien de moi qu'il s'agit, mais d'un moi qui, étrangement, est à la fois en seconde personne et en troisième personne. Un moi à qui l'on parle et un moi dont on parle. Un moi, comme l'avait montré Lévi-Strauss, récemment repris par Jean-François Perrin, un moi donc qui s'écrit en troisième personne. Je cite le texte de Lévi-Strauss qui est si fameux, Rousseau, qui si éloquemment parle de lui à la troisième personne, allant parfois même comme dans les dialogues jusqu'à le dédoubler, anticipe la fameuse formule « je est un autre ». Ainsi, dans les dialogues, c'est le « il » qui est le pronom du seul. Venons-en donc maintenant enfin aux rêveries. Ouvrons ce texte ultime qui parle depuis la mort, après celui de Dante et avant celui de Chateaubriand, et remarquons tout de suite que le texte s'ouvre sur une formule parfaitement décalquée du préambule des Confessions. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Oh, voici le seul portrait d'homme peint d'après nature, articulé au « moi seul » des Confessions. Répond donc ici, dans une formule ramassée, le « moi seul » qui ouvre la première rêverie. Quel est ici le pronom du seul? C'est à nouveau le pronom de première personne. Mais c'est sa position qui a changé. Il ne s'agit plus d'un moi qui se pose, mais d'un moi qui est déposé. L'indice formel de cette déposition du moi est bien sûr l'accusatif, qu'on peut appeler un accusatif de l'interloqué. Me voici, me voici. On ne saisit pas le passage des confessions aux rêveries si on ne mesure pas ce qui sépare le portrait du seul comme moi, dans les premières, c'est-à-dire les confessions, et le portrait du seul comme me, dans me voici, dans les rêveries. On peut alléguer le modèle de ce me voici, ce serait peut-être l'Abraham de la Genèse, l'Abraham du sacrifice d'Isaac, en 22.1. Après cela, Dieu tenta Abraham et lui dit « Abraham, Abraham », et Abraham lui répondit « Me voici, Seigneur ». Et évidemment, c'est dans une comparaison avec Augustin
que Rousseau peut dire avec Job et Abraham dans la seconde promenade, « Dieu est juste, il veut que je souffre, et il sait que je suis innocent ». On mesure bien, me semble-t-il, et je vous prie de m'excuser le caractère un peu technique de la démonstration, les écarts pronominaux qui séparent les figures du seul. Première personne qui se pose dans les confessions, troisième personne dans les dialogues, première personne déposée à l'accusatif dans les rêveries. Quel est le motif de cette déposition? Répondre à cette question, c'est s'interroger sur le geste qui motive l'écriture même des rêveries. Rousseau a maintenu dans l'ombre ce motif premier en écrivant dans la première rêverie « Depuis longtemps, je ne craignais plus rien, mais j'espérais encore, et cet espoir tantôt bercé, tantôt frustré, était une prise par laquelle 1000 passions diverses ne cessaient de m'agiter. Un événement aussi triste qu'imprévu vient enfin d'effacer de mon cœur ce faible rayon d'espérance. » Et tous les chercheurs qui s'occupent des rêveries essaient de se demander quel est cet événement aussi triste qu'imprévu. Est-ce qu'il s'agit de l'accident de Ménilmontant? Est-ce qu'il s'agit de la rupture avec Madame de Créqui? Est-ce qu'il s'agit de la mort du prince de Conti? Est-ce que c'est la mort qui jette son ombre portée sur les rêveries? Je ferai plutôt l'hypothèse, pour ma part, que le motif allégué par Rousseau relève de la philosophie politique et sociale, en d'autres termes, de sa philosophie des rapports. Sur fond de quelle défaite du nous s'élance donc la première promenade? Soyons attentifs, jusqu'à maintenant on n'a commenté que me et même pas voici. Soyons donc attentifs à la suite de la phrase. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. On a commenté le pronom, donc, il y aurait beaucoup à dire sur le « voici ». C'est le geste, évidemment, que Rousseau répète à pratiquement chaque incipit, de la monstration, de l'exhibition, l'espèce de « ecce homo » que vous aviez dans la prosopopée de Fabricius. On connaît cette rhétorique, on la trouve tout aussi bien dans les textes théoriques que dans le triptyque égologique. Cette solitude du moi exhibée dans sa déposition, son ampleur, devient ici cosmique. Elle vaut pour toute la Terre, seule sur la Terre. L'hyperbole ne dit pas ici le délire d'un fou, la fameuse paranoïa de Rousseau, mais l'exigence de la méthode. Ce n'est pas un paranoïaque qui délire ici, c'est un raisonneur qui généralise. Et d'ailleurs, on pourrait faire une comparaison très facile avec le doute du malin génie chez Descartes. La première promenade le redit un peu plus loin, « Tout est fini pour moi sur la terre. » Tout est fini pour moi sur la terre. Dans cette citation de la première promenade, donc, la solitude cosmique revient par deux fois, est toujours liée à la terre. Tout est fini pour moi sur la terre. Je suis sur la terre, dit plus loin Rousseau, comme sur une planète étrangère où je serais tombé de celle que j'habitais. Et notons que Rousseau, en reprenant ce topos sceptique, la pluralité des mondes, invite moins justement à un entretien sceptique qu'à une méditation sur une solitude qui aurait pris toute la place. Quelles sont alors les figures du nous perdu? Elles méritent qu'on les précise. Rousseau distingue, et je crois que cette distinction est significative, le frère, le prochain, la société. Plus loin d'ailleurs, il redira « Je n'ai plus en ce monde ni prochain, ni semblable, ni frère ». Précisons les termes dans leur ordre. Le frère nommerait le lien du sang, la naturalité du lien, qui devient souvent chez Rousseau, comme chez d'autres penseurs du politique, un niveau métaphorique, canonisé d'ailleurs dans la formule d'Évangile, comme l'indication d'un lien presque naturel, celui d'être comme des frères. On peut rappeler à ce titre cette formule magnifique de l'Émile, et d'ailleurs elles sont liées, me semble-t-il, « Que m'importe ma condition sur la terre », c'est un texte que Bruno Bernardi avait commenté, « Que m'importe où que je sois, partout où il y a des hommes, je suis chez mes frères. Partout où il n'y en a pas, je suis chez moi. » Voilà pour le frère. Le prochain, qui est un terme que Rousseau n'utilise pas souvent, c'est celui que je perçois comme proche, même si tout me sépare de lui. L'ami, terme dont Rousseau, j'allais dire abuse, non, enfin, terme que Rousseau utilise souvent et dont il fait la théorie dans l'Émile, c'est le prochain élu, et la société, c'est l'ensemble des liens.
La solitude, donc, est privation et réduction de toute socialité, comme de toute proximité à la fréquentation de soi seul. Il est remarquable que dans la reprise de la formule, Rousseau inverse l'ordre en séquence croissante. Dans une formule de la première promenade, il dit aussi « Je suis justement devenu sans prochain, sans ami, sans frère, sans semblable ». Il faut y voir un indice. Dans l'Émile, la découverte de l'humanité est liée à celle du semblable par les sentiments de la socialisation. Je cite un texte fameux de l'Émile. « Le premier sentiment dont un jeune homme élevé soigneusement est susceptible n'est pas l'amour, c'est l'amitié. C'est l'amitié. Le premier acte de son imagination naissante est de lui apprendre qu'il a des semblables, et l'espèce l'affecte avant le sexe. L'imagination, nous offre des semblables, et c'est la leçon de la pitié. » Je cite ce texte fameux. Il suit de là que nous nous attachons à nos semblables, moins par le sentiment de leur plaisir que par celui de leur peine, car nous y voyons bien mieux l'identité de notre nature et les garants de leur attachement pour nous. Il ne me semble pas difficile de montrer que les étapes de la désocialisation du moi déposées dans les premières pages de l'Émile suivent la progression inverse des étapes de la socialisation du moi dans l'Émile. Voilà donc le moi des rêveries, arraché à l'humanité par arrachement au sentiment du social. Je cite la suite de la citation de la première rêverie. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit. Par un accord unanime, ils ont cherché dans des raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. La faute donc de ma désocialisation incombe à eux, aux humains, à Illis, comme le veut la formule d'Ovide que Rousseau met en épigraphe des dialogues, Barbarus ego sum, quia non intelligor illis, c'est la rupture du lien, c'est la rupture de l'attachement. C'est donc, me semble-t-il, sur l'opposition entre les liens qui m'attachaient à eux et la formule « moi, détaché d'eux, que suis-je moi-même » qu'il faut insister si l'on veut comprendre quelque chose à la solitude dans les promenades. Il faut donc entrer dans cette opposition qui ne reçoit son éclairage que du système de Jean-Jacques Rousseau. On peut partir, à ce titre, d'une formule canonique de l'Émile, livre 4, dans laquelle Rousseau écrit « L'étude convenable à l'homme est celle de ses rapports. Tant qu'il ne se connaît que par son être physique, il doit s'étudier par ses rapports avec les choses. C'est l'emploi de son enfance. Quand il commence à sentir son être moral, il doit s'étudier par ses rapports avec les hommes. C'est l'emploi de sa vie entière, à commencer au point où nous voilà parvenus. » Quelle est donc la faculté qui permet de saisir les rapports et de les instruire? C'est une question philosophique pour Rousseau et une question redoutable. Rousseau le dit sans ambages, ce qui permet de percevoir les rapports moraux, c'est le sentiment. S'inscrire dans des rapports avec les hommes, c'est sentir son être moral. On peut se demander d'ailleurs si cette théorie de la sensibilité est cohérente avec ce que Rousseau développe dans les 3 premiers livres de l'Émile, mais c'est ici une autre question. Qu'est-ce que sentir un rapport? Qu'est-ce que sentir un être moral dans un rapport? Cette question correspond bien à un dédoublement de la sensibilité en sensation et en sentiment. En sensation et en sentiment. Il faut que la sensibilité soit morale et il faut que cette sensibilité morale ne soit pas strictement passive. Or, qu'est-ce que la sensibilité morale sent dans l'Émile? Ce qu'elle sent, c'est l'attachement. Ce que le précepteur d'Émile veut faire d'Émile, c'est un être capable d'attachement. Je cite une formule du livre 4. En devenant capable d'attachement, il devient sensible à celui des autres et par là même attentif aux signes de cet attachement. Il faut rendre Émile capable d'attachement, il faut le rendre capable d'être sensible à l'attachement des autres, et par exemple la réciprocité de l'amitié,
et il faut le rendre capable de sentir les signes de cet attachement. Le problème, c'est que cette éducation à l'attachement, c'est-à-dire cette capacité de faire entrer Émile dans des rapports moraux, évidemment, s'expose à un risque. Tant qu'on est dans le rapport avec les choses, on ne risque pas d'être aliéné, si on a compris que le rapport aux choses est un rapport aux lois, disons, de la nature. Dès qu'on rentre dans un rapport aux autres, amitié et encore plus amour, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans l'attachement, on risque l'aliénation. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'Émile, l'expérience cruciale de l'attachement est l'expérience amoureuse avec Sophie, et c'est pourquoi aussi le test majeur d'un attachement libre, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte, le détachement. On va essayer d'apprendre à Émile à aimer de manière à la fois attachée et détachée. C'est le fameux texte particulièrement sadique dans lequel le précepteur rentre dans la chambre d'Émile et lui dit, la phrase fameuse, « Émile, que vous diriez à celui qui vous apprendrait que Sophie est morte ?» Et Émile, qui n'a pas sa langue dans sa poche, on est à la fin du livre, lui répond « Je ne sais pas ce que je lui dirai, mais je le tuerai avant qu'il puisse répondre. » Et en fait, cette scénette pédagogique, elle est destinée à enseigner à Émile le détachement. Voilà ce que dit le précepteur. « Veux-tu donc vivre heureux et sage, n'attache ton cœur qu'à la beauté qui ne périt point. Apprends à perdre ce qui peut être enlevé. Apprends à tout quitter. Alors tu trouveras dans la possession même des biens fragiles une volupté que rien ne pourra troubler. Tu les posséderas sans qu'ils te possèdent, et tu sentiras que l'homme à qui tout échappe ne jouit que de ce qu'il sait perdre. Tu te détacheras comme de toute chose. » On peut donc établir, me semble-t-il, avec les termes du système de Rousseau, que les rêveries décrivent la sortie du rapport du sujet moral, mais qu'il reste à ce sujet moral une sensibilité qui devient comme désactivée ou privée d'objet. Il n'est donc pas seulement factuellement faux de présenter les rêveries comme le texte d'un solitaire, puisqu'on sait très bien qu'à l'époque où Rousseau rédige ses rêveries, il a une vie parfaitement sociale. Il est encore plus faux de les présenter comme une sortie des rapports humains ou sociaux. Les non-rapports décrits dans les rêveries sont bien plutôt des rapports négatifs qu'une négation de rapport. Il en résulte, me semble-t-il, des conséquences de première importance pour toute conception de la solitude. Pour peu qu'on ne se sente pas dans un rapport, mais qu'on se sente dans un non-rapport, c'est-à-dire pour peu qu'on se sente non plus dans l'attachement, mais dans le détachement, alors la solitude est plus cruelle que toute absence de rapport. Nul texte n'est plus éloquent à cet égard que les grandes lettres de la deuxième partie d'Héloïse consacrées à Paris. J'aime citer ce texte. J'entre, c'est Saint-Preux qui écrit à Julie, alors là il fait l'épreuve du détachement puisque sa belle est loin, j'entre avec une secrète horreur dans ce vaste désert du monde. Ce chaos, donc Paris comme vaste désert du monde, ce chaos ne m'offre qu'une solitude affreuse où règne un morne silence. Mon âme à la presse cherche à s'y répandre et se trouve partout resserrée. Je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul, disait un ancien. Eh bien moi, je ne suis seul que dans la foule, où je ne puis être ni à toi, ni aux autres, c'est-à-dire où je ne peux pas m'attacher. Mon cœur voudrait parler, il sent qu'il n'est point écouté, il voudrait répondre, on ne lui dit rien qui puisse aller jusqu'à lui, je n'entends point la langue du pays, et personne ici n'y entend la mienne. Le détachement, ce n'est pas la fin des rapports, c'est l'entrée dans le non-rapport. Je suis obligé de sauter quelques pages pour aller... Voilà. Donc, à l'encontre d'une lecture des rêveries qui trouverait dans le détachement la fin de tout rapport
pour assister à la naissance d'un soi affecté par ses propres puissances, dans sa propre opposition, il faut opposer, et là donc je m'oppose radicalement à la lecture de Paul Ody, un moi déposé par l'absence de rapport. C'est exactement ce que disent les dernières lignes de notre incipit, que je n'ai pas encore commenté. Il faut aller de à moi. Il faut aller de à moi. Loin donc que les rêveries offrent les hymnes ou les élégies d'un moi auto-affecté dans la lumière d'une pleine présence, c'est donc à l'ombre portée par les rapports négatifs sur la sensibilité du moi déposé qu'il faut les lire. De à moi. Tout se passe donc dans les rêveries, comme si les lecteurs, ou la rumeur publique, absentés ou congédiés de la déclaration d'intention de l'écriture, je n'écris les rêveries que pour moi, faisaient retour dans son procès même, comme un contrepoint inscrit, et quelquefois même son prétexte, sa source. C'est toujours le discours de l'autre qu'il faut rencontrer, raconter, prendre en compte, c'est avec lui qu'il faut composer, en tout cas. Disons qu'ici encore, c'est du double rapport de soi à soi-même et aux autres qu'émerge la conscience solitaire du rêveur. Et seule une lecture politique des rêveries peut rendre raison de leur écriture, parce que seule une lecture politique des rêveries peut nous faire comprendre quelle est la nature de ces non-rapports et ses conséquences sur la subjectivation du solitaire. Évidemment, la difficulté d'une telle approche ressort bien si l'on se demande quelle est l'échelle du social dans les rêveries. On mesure aisément, à une première lecture, que l'individu y est défini à la fois dans l'en-deçà des rapports sociaux, justement, le sentiment de l'existence, le sujet semble ne plus inscrit du tout dans des rapports, et dans leur au-delà, le sentiment de la nature. L'empan de l'écriture des rêveries semble bien pris entre l'infra et l'au-delà du politique. Mais c'est dans ce cadre, c'est dans ces limites, que peut être opposée, me semble-t-il, la politique des rêveries comme politique de l'impuissance. L'a-t-on assez remarqué? Les rêveries proposent en continu, il n'y a pas une seule des 10 promenades qui ne contiennent ce terme, ou un de ses dérivés, une réflexion sur la puissance. Sur la puissance de celui qui ne peut plus. Et si vous me passez l'expression, aussi sur la puissance de celui qui n'en peut plus. On se souvient que dans le cadre de son anthropologie politique, de l'Émile au contrat, ou du contrat à l'Émile, Rousseau ne cesse de proposer une réflexion sur le rapport de la force et de la faiblesse, qui est une méditation contemporaine qu'il faudrait opposer à celle de Hobbes sur la puissance. Je cite un exemple d'un texte fameux dans l'Émile. Quand on dit que l'homme est faible, que veut-on dire? Ce mot de faiblesse indique un rapport de l'être auquel on l'applique. Celui dont la force passe les besoins, fût-il un insecte, un ver, est un être fort. Celui dont les besoins passent la force, fût-il un éléphant, un lion, fût-il un conquérant, un héros, fût-il un dieu, c'est un être faible. L'homme est très fort quand il se contente d'être ce qu'il est. Il est très faible quand il veut s'élever au-dessus de l'humanité. Le fort est celui qui peut plus qu'il ne veut, le faible est celui qui veut plus qu'il ne peut. Et la sagesse, dans l'Émile, consiste à équilibrer vouloir faire et pouvoir faire. C'est le secret de la puissance. Mais dans les rêveries, le sujet ne veut plus rien et ne peut plus rien. Ou ne peut plus rien et ne veut plus rien. Et donc, dans le cadre, si vous voulez, de cette déflation et de la puissance et de la volonté, émerge, de manière tout à fait rigoureuse, une nouvelle méditation qui me semble, non pas en rupture, mais en continuité avec les termes de l'Émile, sur l'impuissance. On pourrait le montrer à propos de chacune d'entre elles, et c'est ce que je ferai pour conclure. Reprenons la première promenade. Rousseau y décrit de manière parfaitement concertée à la fois l'impuissance de la toute-puissance de ses adversaires et la puissance de sa propre impuissance. Voilà ce qu'il dit à propos de ses persécuteurs. Dans tous les raffinements de leur haine, mes persécuteurs en ont omis un que leur animosité leur a fait oublier,
c'est d'en graduer si bien les effets qu'ils puissent entretenir et renouveler mes douleurs sans cesse, en me portant toujours quelque nouvelle atteinte. S'ils avaient eu l'adresse de me laisser quelques lueurs d'expérience, ils me tiendraient encore par là, ils pourraient faire encore de moi leur jouer par quelques foleurs, etc., etc. Mais ils ont d'avance épuisé toutes leurs ressources, donc ils sont allés au bout de leur puissance, et en ne me laissant rien, ils se sont toutes ôtées à eux-mêmes. Impuissance de la toute-puissance, ou évidement de la puissance par son exercice excessif. Rousseau continue. La diffamation, la dépression, la dérision, l'opprobre dont ils m'ont couvert ne sont pas plus susceptibles d'augmentation que d'adoucissement. Nous sommes également hors d'état, eux de les aggraver, et moi de m'y soustraire. Et c'est là qu'il dit, ne pouvant plus faire aucun bien qui ne tourne à mal, ne pouvant plus agir sans nuire à autrui ou à moi-même, m'abstenir, donc la figure de l'impuissance puissante dans la première rêverie, c'est l'abstention, m'abstenir est mon unique devoir. Dans ce désœuvrement du corps, mon âme est encore active. Désœuvrement du corps, la formule mériterait qu'on s'y arrête longuement. Le corps ne peut plus se donner à son œuvre, qui n'est pas seulement d'exister, selon Rousseau, mais bien de vivre. Quant à la forme politique de ce désœuvrement, c'est à la fois donc l'abstention et l'activité de l'âme. S'abstenir, c'est user pleinement de la puissance de l'impuissance. S'abstenir, ce n'est pas seulement ne rien faire, c'est décider de la puissance de la non-action. La deuxième promenade développe elle aussi, à travers des pages bien connues, une méditation sur les puissances de l'impuissance à propos de la promenade de l'accident de Ménilmontant. On atteint ici un sommet de la réflexion. Que peut un corps quand il est impuissant à se sentir sien, quand il est, pour parler comme Mon cœur mis à nu de Baudelaire, complètement vaporisé dans le tout de l'existence? La puissance du soi d'être un soi est, pour Rousseau dans cette promenade, un obstacle évident à ce genre d'expérience. Dans la troisième promenade, Rousseau évoque en termes de renoncement à la puissance le moment de sa réforme. Je commençais à en sentir l'absurdité, etc. Dans la quatrième promenade, je vais vite, mais parce que j'ai été trop long avant. Dans la quatrième promenade, sur la fameuse question de la vérité et du mensonge, Rousseau fait de la fiction, le lieu justement de suspension de la puissance du vrai et du faux, le régime mixte du savoir et de l'ignorance qui suspend l'adhésion au vrai. La cinquième promenade, alors celle-là c'est encore plus évident, qui se présente comme une apologie du farniente, le terme est dans le texte, à l'île Saint-Pierre, est un plaidoyer pour l'abstention. Le précieux farniente fut la première et la principale de ces jouissances que je voulus savourer dans toute sa douceur, etc., etc. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de le montrer, l'osium se dit, comme dans la Nouvelle Héloïse, dans le lexique du mouvement. La sixième promenade porte sur la suspension des bienfaits. C'est une apologie de l'abstention. Lorsqu'il faut faire le contraire de ma volonté, je ne le fais point quoi qu'il arrive. Je ne fais pas non plus ma volonté parce que je suis faible. Je m'abstiens d'agir, car toute ma faiblesse est pour l'action. Toute ma force est négative. Toute ma force est négative. Toute ma force est négative. La très célèbre septième promenade qui porte sur les herborisations, comme suspension de l'action et désœuvrement du corps, est évidemment une réflexion sur le désœuvrement de l'usage de la nature, dans lequel certains écologismes radicaux pourraient peut-être trouver des confirmations ou des infirmations. Fuyant les hommes, cherchant la solitude, n'imaginant plus, pensant encore moins, et cependant doué d'un tempérament vif qui m'éloigne de la l'apathie languissante et mélancolique, je commençais de m'occuper de tout ce qui m'entourait, et par un instinct fort naturel, je donnais ma préférence aux objets les plus agréables. La huitième promenade est sans doute une des plus éclairantes, puisqu'elle porte sur la suspension des rapports. Pressé de tous côtés, je demeure en équilibre, y écrit Rousseau, parce que je ne m'attache plus à rien et que je ne m'appuie que sur moi. Enfin, la neuvième met en scène la bienfaisance secrète au profit de la bienveillance cachée. C'est un nouveau matérialisme du sage qui se met en place et qui offre ici aussi une nouvelle méditation sur l'impuissance.
Dans la 10e, celle que certains considèrent comme la plus belle, celle de Pâques Fleury, Rousseau désactive et désœuvre, si vous voulez, sa philosophie du temps. Une autre manière de le montrer serait évidemment d'insister sur le motif, je n'ai bien sûr pas le temps de le faire, du machinal dans les rêveries, le machinal justement comme une désactivation de la question de la volonté. Alors, il resterait à montrer aussi que le genre même de la rêverie, le genre littéraire de la rêverie, est une espèce de désœuvrement de la confession, et qu'en ce sens, elles définissent un genre poétique tout à fait particulier. Au terme de la lecture de ces quelques premières lignes de la première rêverie, il ressort que la posture du seul ne saurait se comprendre à l'extérieur de ce que Rousseau intitule dans une des notes du second discours « Une histoire naturelle, morale et politique ». Première conclusion, si le Rousseau des rêveries est un solitaire, ce n'est pas au même sens qu'Émile, mais cependant, le sens de sa solitude ne saurait se comprendre sans la philosophie des rapports sociaux qui anime l'anthropologie de Rousseau. Deuxième conclusion, le moi des rêveries est un moi déposé, un moi, pour ainsi dire, de la puissance de l'impuissance. On a pu le mesurer aussi bien pour les termes de la philosophie de la connaissance, de la philosophie de l'action, comme de la philosophie de la nature. Impuissance, non pas comme contraire de la puissance, ni même comme puissance de ne pas, mais comme, je cite Rousseau, abstention, suspension, résignation. Les figures pratiques de cette impuissance du seul correspondent à autant de visages de la faiblesse et de la force. C'est peut-être dans la ressource de cette privation des ressources que pourrait se dessiner la figure d'un nouveau sujet de la politique. Gageons en fait qu'il a peu de rapport avec le sujet de l'entreprise de soi. J'eusse pu, et vous eussiez peut-être préféré, développer cette philosophie de l'impuissance à partir d'une méditation sur le genre intellectuel et poétique de la rêverie. Oui, la rêverie est bien pour Rousseau une désactivation, un désœuvrement de la méditation. C'est une image de l'impuissance toute puissante de la pensée. Rousseau le dit dans une page admirable de la 7e promenade. C'est une bizarrerie que je voudrais m'expliquer, dit-il. J'ai pensé quelquefois assez profondément, mais rarement avec plaisir, presque toujours contre mon gré et comme par force. La rêverie me délasse et m'amuse, la réflexion me fatigue et m'attriste, penser fut toujours pour moi une occupation pénible et sans charme. Quelquefois, mes rêveries finissent par la méditation, mais le plus souvent, mes méditations finissent par la rêverie, et durant ces égarements, un aveu d'impuissance, mon âme erre et plane dans l'univers sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance. Dans un texte célèbre que Adorno avait commenté, Benjamin présentait rêve, c'est ce qu'il disait, la formule qu'il employait est la suivante: l'exploitation des éléments du rêve au réveil est le cas typique de la pensée dialectique. C'est pourquoi la pensée dialectique est l'organe de l'éveil historique. C'est d'ailleurs pourquoi Benjamin voulait présenter Paris, capitale du XIXe siècle, je cite, comme un essai technique de réveil. Essai technique de réveil. On pourrait en dire autant des rêveries de Rousseau. Tout comme ses œuvres politiques, elles sont aussi des essais de technique de réveil. Et c'est pourquoi, pas moins que le contrat social, les rêveries du promeneur solitaire peuvent donner furieusement à penser. Et ce qu'elles donnent à penser, ce sont les conditions d'une politique de la solitude à l'heure de nos grands détachements. Je vous remercie.